Bienvenue à tous, bienvenue sur Tough Sport pour le débrief de la 30e journée, donc la dernière journée de la phase classique. Ça y est, on a tous les verdicts maintenant et voilà, la saison passée, après l'incroyable fin de championnat, la Pro League avait lancé un nouveau slogan. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce slogan, c'est Unscripted Drama. Donc voilà, on utilise toujours l'anglais en Belgique parce qu'il faut contenter tout le monde. Donc Unscripted Drama, c'est l'imprévisible, hein, on peut le décrire comme ça. Et on peut dire que là, pour cette dernière journée de phase classique, on a eu de l'imprévu, on a eu du surprenant. On a eu une équipe sauvée en dernière seconde, en dernière minute, avec OHL et le but de Helsinki, Charleroi, qui du coup est le grand perdant du week-end. Ils étaient déjà le grand perdant dans les chiffres en prenant 5-0 à la Gantoise, ils le sont aussi dans les résultats. On a Anderlecht qui aurait pu être le grand perdant du week-end mais qui ne l'a pas été parce que l'Union n'a pas gagné à l'Antwerp, on va dire ça comme ça. On a le club de Bruges qui est l'un des grands perdants du week-end et Ronny Della qui est peut-être le grand perdant du week-end aussi. Pour le reste, bon voilà, Eupen, Courtrai, le RWDM étaient déjà assurés des playdowns. Et le grand perdant aussi, c'est Hein van Eysenbroek et la Gantoise qui, malgré une victoire 5-0, eh bien, ne disputeront pas les Playoffs 1 ou les Champions Playoffs, comme on doit les appeler, en raison d'un nombre de victoires inférieur par rapport à Genk. Et on reparlera évidemment de ces 6 dernières minutes. Et pour en parler avec moi, j'ai donc Julien de Noël qui, chaque semaine, se prépare un peu plus à couvrir la Challenger Pro League. Bruno Govers qui a encore vu Anderlecht perdre des points face à Courtrai, ça devient une habitude. Bonjour Florent. Et Xavier Thirion qui, même chose, hein, voilà, tu étais au même stade j'imagine ce week-end, tu as assisté à la même contre-performance d'Anderlecht. Est-ce que c'était la faute de Brian Rimmer et que de Brian Rimmer, on en parlera un petit peu. Mais je vais commencer par votre top et flop. Alors rapidement ceux du week-end et puis vos top et flop généraux de la saison, comme on a fini la phase classique, donc on va revenir un petit peu sur toute la saison. Et je vais commencer par l'autre bout de table. Xavier, je vais commencer par toi. Tes top et flop du week-end et de la phase classique. Concernant le week-end, je dirais que mon top, c'est OHL, qui a quand même réussi la performance de se sauver in extremis. Le but d'Helsinki, il s'en souviendra de toute sa carrière. Clairement. Et c'est quand même une réelle performance parce que je pensais que Malines allait émerger, allait tout mettre en œuvre pour se qualifier pour les playoffs 1. Donc ça m'a assez surpris. Et puis bon, voilà, un tel épilogue à la dernière seconde, c'est toujours beau à voir. Le flop du week-end, je dirais que c'est Hein van Eysenbroek qui en fait trop. Je crois qu'à un moment, il faut arrêter de tout le temps rejeter la faute sur les autres comme lui le fait. Là, il a été chercher des coupables partout. Hein, pour essayer de masquer les propres carences de son équipe et aussi de son coaching. Même si, à sa décharge, Gand a vendu tous ses meilleurs joueurs en janvier, mais malgré tout, la façon dont il accuse les personnes, dont il a accusé le coach de Bruges, il a soupçonné... le coach Rick Demille de Westerlo, c'est Westerlo, ça, en soulignant le fait qu'il a un passé brugeois. Voilà, donc il soupçonnait Westerlo et Genk de s'être mis d'accord pour ces 6 dernières minutes alors qu'il n'en est rien du tout. C'est ni Westerlo ni Genk qui ont inventé le règlement et donc forcément on peut comprendre. Malheureusement, c'était pas beau à voir, mais... Bon, je pense qu'il y a une explication à ça aussi, c'est que ce match a été décalé de 3 minutes, j'ai pas très bien compris pourquoi. Le coup d'envoi a été donné 3 minutes plus tard que les autres matchs, et donc on n'aurait pas assisté à ces 6 minutes si les matchs avaient commencé au tip-top à la même heure de tous les côtés. Je ne sais pas pour quelle raison le match a commencé 3 minutes plus tard, mais en tout cas ça a eu des conséquences assez désastreuses, on va dire. Oui, pour l'image aussi du championnat, c'est vrai que c'est pas joli. On a eu l'habitude, maintenant ils ont aussi fait en sorte que ça ne soit plus le cas, mais on a eu l'habitude de voir ça en Coupe du Monde aussi, hein, des matchs qui visiblement, où le résultat contentait les deux équipes. Le fameux match de la honte, exactement. Non, je vais embrayer là-dessus. D'accord. Pour mon flop. Pour ton flop, Bruno, vas-y. Qui va rejoindre justement ce qui a été dit concernant ce match Westerlo-Genk. Il se fait qu'en 82, j'ai assisté à ce fameux match Allemagne-Autriche, qui était un match de poule, donc lors du mondial en Espagne. Mais là, c'était pire, c'était pas 6 minutes de surplace, c'était 90 minutes carrément, donc avec un résultat 0-0. Et je vois encore le titre dans la presse, le match se déroulait à El Molinón, et le titre c'était « Le scandale d'El Molinón ».
Et le journal L'Équipe, lui, avait titré 22 cartes rouges. Tellement c'était fort. Enfin bon, c'était vraiment du surplace. C'était un truc qu'on aimerait ne plus jamais voir. Donc ici, on peut être heureux. Ça s'est limité à 6 minutes. Voilà. C'est un nul qui finalement arrangeait tout le monde. Et surtout Genk, qui se retrouvait en play-off. Westerlo était déjà assuré de ne pas descendre. Bon, il y a quand même un peu de la proximité. C'est un peu comme les frères allemands et autrichiens. Donc, oui, on peut pas cautionner ce genre de choses, mais on peut comprendre que ça arrive quand même. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le flop. Le top, moi, je dirais le Cercle de Bruges. Parce que chaque année, avec les playoffs, on a toujours l'un ou l'autre invité surprise. Et ici, honnêtement, si on m'avait dit le Cercle de Bruges sera en play-off en fin de saison, j'aurais pas cru. Mais quand je vois le parcours qu'ils ont fait, le football prôné par Mousseline, les joueurs, il y a quelques joueurs là-dedans qui sont bien. On a déjà parlé de Denki, mais je trouve que le petit Le Maréchal, c'est vraiment un ravissement pour l'œil aussi. Bon, il n'y a que les stats qui jouent un peu contre lui, mais je trouve que dans la manière de jouer, dans la manière d'évoluer, c'est vraiment une équipe qui prône un football positif et c'est bien qu'il soit récompensé. La plus belle preuve que c'est une bonne surprise, c'est qu'au final, ça n'est même plus une surprise qu'ils soient dans le top 6. Depuis en tout cas quelques mois, on se disait que ils allaient y être, en fait, tellement ils arrivaient à proposer quelque chose de convaincant de semaine en semaine. Il y a eu une période comme ça de montagne russe, notamment ce fameux match qu'ils perdent à la maison contre Malines, où je me dis, aïe, c'est vraiment échoué tout près du but. Et finalement, ils n'ont rien remis en question, ils ont continué. Un peu à la manière de l'Union, donc tu peux avoir parfois un petit couac, mais tu reprends de plus belle, parce que ce que l'Union a montré cette semaine, encore une fois, moi, je trouve ça ahurissant, quoi. Le match qu'ils font à Fenerbahçe d'abord, on peut me dire que c'était plié dès le match aller, mais enfin, il fallait quand même une chute riposte. Il y avait quand même pas mal d'enjeux sur le comportement de l'équipe, comment ils allaient affronter ça. Et puis aussi le match qu'ils font à l'Antwerp. Et logiquement, ils auraient dû l'emporter parce que ce but de l'Antwerp est quand même entaché d'une faute de main. Pour rebondir sur le Cercle, c'est la seule équipe du top 6 qui va jouer les playoffs de manière totalement décontractée et qui risque d'embêter beaucoup de monde, à mon avis, en particulier Bruges lors du fameux derby, du double derby. Ils vont s'amuser. C'est une équipe du tout ou rien, joueuse, en fait, parce que quand tu vois que le nombre de défaites chez eux est déjà à 11, c'est pratiquement le double de toutes les autres équipes du top 6. Donc eux, c'est soit de victoire, soit tout rien. Et donc voilà, ils vont pas se poser de questions, ils vont s'amuser. Et ils pourraient peut-être être quelque part indirectement l'arbitre pour le titre ou pour les places européennes. Et Julien, ton top et ton flop? Mon top sera le Cercle de Bruges, mais je vais prendre plus spécifiquement Thibaut Sommers, le capitaine, qui est un peu le symbole de ce cercle qu'on aime tous voir jouer de semaine en semaine, qui est un capitaine exemplaire qui a marqué hier contre Molenbeek. Et voilà, c'est un joueur qui a 24-25 ans, qui est déjà là depuis quelques saisons en Division 1 et dont on n'entendait pas trop parler les dernières saisons, mais il fait son petit bonhomme de chemin. Et c'est un des chouettes joueurs, je trouve, à voir en Division 1 belge. Donc je suis content pour lui et pour le Cercle qu'il soit en play-off. Même s'ils ont explosé Molenbeek et que ça ne m'arrangeait pas. Mais voilà, et alors mon flop, ce sera Charleroi, qui a réussi à sortir des playdowns pendant tout un temps, et puis qui plonge finalement à la dernière seconde, au terme d'un match de leur côté catastrophique contre Gand. Si c'était sauvé après un 5-0, je ne sais pas comment les supporters auraient réagi, est-ce qu'ils auraient été heureux, est-ce qu'ils n'auraient pas été heureux. Là, il n'y a pas plus de questions, ils sont pas contents. Et ouais, Charleroi, c'est un peu le symbole de cette saison catastrophique, c'est de chuter comme ça à la dernière seconde sur un résultat annexe. Voilà, je ne suis pas hyper confiant pour eux en play-down. Ouais, on en parlait un petit peu avant en off, ça aurait rappelé les images de Penn la saison passée ou la saison d'avant, je ne sais plus, qui avait pris un 6 ou un 7-0 et qui s'était quand même sauvé grâce aux résultats des autres. Et donc le Rijek Mons, l'Albert de Mons l'avait fait à l'époque aussi. Ils avaient été prendre une vraie gifle
à Bruges, chez eux contre Bruges. Avec Sergio Brio qui allait défiler devant les supporters, les bras en l'air, qui l'insultait copieusement parce qu'il s'était pris une casquette. Mais c'était quand même sauvé. Ici, on n'a pas eu ce scénario-là et moi j'ai presque envie de dire qu'on le sentait venir depuis quelques semaines et que Charleroi était vraiment en train de danser au bord du gouffre et que voilà, ce but d'OHL c'était juste la petite poussette qu'il fallait pas mais qu'on sentait arriver depuis des semaines et vraiment les 5 points de Charleroi, moi c'est même mon flop de la saison, voilà, pour commencer par ça, moi mon flop de la saison c'est Charleroi parce que à chaque fois que j'allais au Mambourg cette saison je me demandais est-ce que ça peut être pire que la fois précédente et ça l'a presque toujours été. Il y a vraiment, et c'est ça qui m'inquiète, il n'y a pas d'état d'esprit dans cette équipe qui me fait me dire que c'est une équipe prête à aller au charbon pour jouer des playdowns. Alors que paradoxalement, j'ai l'impression que s'ils avaient joué les Europe Playoffs, ils auraient peut-être pu faire quelque chose parce qu'il y a des joueurs de qualité sur le plan technique, sur le plan mental. Et hier, le symbole de ça, c'était Ille Maritra qui a fait un de ses pires matchs. Et on sait que c'est un bon joueur quand même, Ille Maritra. On sait que c'est un joueur qui est capable de faire des choses. Mais cette saison, en tant que capitaine en plus, c'est le symbole du marasme de Charleroi. Et la saison de Charleroi, voilà, que ce soit dans le chef, malheureusement Mazou, bon, il fait aussi avec ce qu'il a, mais aussi dans le chef de Mehdi Bayat qui a jugé bon de ne pas transférer d'attaquant cet hiver, ou qui s'y est pris un peu tard aussi pour faire ses transferts. Non, vraiment, Charleroi, c'est une catastrophe. Et on le disait, ils ont 5 points d'avance sur le premier relégable, donc ça devrait le faire, mais c'est vraiment grâce à ça que ça pourrait le faire, parce que sans ça, vraiment, je ne les vois pas armés psychologiquement plutôt que sportivement pour y parvenir, comparé à Courtrai qui remonte la pente de manière spectaculaire, Eupen qui est capable de faire des résultats à gauche à droite. Bon, et le RWDM, c'est le RWDM, mais il y a 2 relégués directs, donc voilà. Donc voilà, moi c'est mon flop de la saison. Du côté du top, on en discutera, mais je pense que c'est difficile de mettre autre chose que l'Union. Et bon, on va, comme François n'est pas avec nous pour parler de l'Union, je pense qu'on peut en parler brièvement. C'est vraiment c'est très impressionnant ce que réalise l'Union. Ici, ils ont quand même eu un mois de tous les dangers là, avec la coupe, avec la Coupe d'Europe. Malheureusement, ça s'est mal passé pour eux, mais on peut pas non plus dire qu'ils sortent ridicules contre une équipe comme Fenerbahçe. Et donc maintenant, voilà, ils vont commencer ces playoffs 1 plus en confiance qu'Anderlecht, on va dire. Et on reparlera évidemment d'Anderlecht un petit peu plus tard. Mais voilà, ce qu'a réussi là, c'est l'Union. Pour la 3e fois d'affilée depuis sa promotion, c'est juste un grand coup de chapeau. Est-ce que l'un de vous a un autre top de la saison que l'Union d'ailleurs, histoire d'en dire un mot? Disons, oui, l'Union c'est sans concurrence. C'est ça, top, ouais. Ça on n'en discute même pas. Et peut-être quand même, indépendamment de ce qui s'est passé ce week-end à Anderlecht, dans une moindre mesure, quand même, Anderlecht est passé de la 11e place à la 2e place en moins d'1 an. Je pense pas qu'on aurait pu l'imaginer. Enfin, en tout cas, personnellement, je ne l'imaginais pas. On plaisantait même, je l'ai déjà dit, quand Van den Hooy disait viser le top 4 en avril dernier. Et pas plus tard qu'il y a 2 mois, mi-janvier, à la reprise du championnat et de la Coupe de Belgique, quand ils ont été une fois de plus ridicules à l'Union, tout le monde s'est dit, décidément, ces Mauves sont encore très très loin de pouvoir rivaliser. Maintenant, bon, l'Union, à mon avis, reste quand même au-dessus, mais on sent qu'il y a quand même un coup à jouer pour Anderlecht dans ces playoffs. Ouais. D'ailleurs, le bilan, c'est 19 points sur 30 contre les équipes du top qui joueront les playoffs. C'est le même bilan que l'Union, ce qui prouve quand même qu'Anderlecht, malheureusement, ce qui fait qu'ils sont derrière l'Union, c'est parce qu'ils ont des résultats comme ils l'ont eu ce week-end contre Courtrai. Mais quand il s'agit de hausser le niveau de jeu, ou en tout cas d'être efficace dans les grands matchs, ils le sont cette saison. Et ça, c'est quand même tout à fait, effectivement, à leur honneur, à leur crédit, à celui de Jesper Fredberg, qui a quand même fait un sacré travail, surtout sur le mercato estival précédent, on va dire, mais c'est quand même assez impressionnant. Physiquement, il faudra voir comment l'Union va quand même digérer tout ce qui arrive encore. Ouais. J'ai toujours un peu peur pour eux. Qu'ils le payent à un moment ou l'autre cash, même si voilà, je crois que tous les amateurs de football doivent espérer que l'Union soit enfin champion cette année, parce que sinon ce serait à désespérer de tout après les 3 années qu'ils viennent de proposer. Ce serait celle de trop probablement sur le plan psychologique pour beaucoup, je pense. Bruno, ce qui est inquiétant, je trouve, côté Anderlechtois, c'est vraiment les deux visages que cette équipe peut fournir. Et même, ici contre Courtrai, tu te demandais, mais qui est en tête et qui est sur un siège éjectable, parce que
Courtrai, ça jouait bien au football, mais de l'autre côté, tu avais une équipe, mais 10 joueurs de champ qui n'étaient pas capables de mettre le pied sur le ballon. C'était pas possible. Des déchets techniques, j'ai jamais vu ça. Une passe à 3 mètres qui est loupée, des 1-2 qui tout à fait foireux. Et en fait, on s'est tous dit, Anderlecht termine la phase classique avec des matchs contre Saint-Tron, contre Penn, et puis Courtrai, comme disent les Flamands, unlucky. Je pense qu'il y a 2 grands responsables à la défaite d'Anderlecht ce week-end. Premièrement, Brian Rimmer, qui a oublié avant tout de mettre tout en œuvre pour gagner contre Courtrai et qui a déjà anticipé les playoffs, sans doute un match trop vite. On peut comprendre sa démarche. Il y avait 5 joueurs menacés de suspension, il en a mis 4 sur le banc. Il a voulu donner du temps de jeu à Delaney, ce qui est tout à fait compréhensible aussi, parce que Delaney, c'est quasiment sûr qu'il va le mettre comme titulaire durant les playoffs. Sur papier, Delaney est là pour être titulaire. Donc voilà, ça se comprend aussi. Et puis, il a voulu aussi, sans doute, à la fois satisfaire un peu le public et faire un petit essai d'un duo d'attaquants avec Vasquez et Dolberg. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'à partir du moment où on joue avec 2 attaquants, mais qu'on maintient malgré tout le 4-3-3 et qu'on met Dolberg décalé sur la gauche, ça n'a aucun sens. On avait presque envie de l'écrire avant même le début de la rencontre que ça n'allait pas aller. Donc lui est responsable, évidemment. Il a eu le bon goût de le reconnaître dès la fin du match. C'était trop de changements à la fois. Mais je pense que les joueurs aussi ont une part de responsabilité, parce qu'on a dit qu'Anderlecht jouait un peu en surclassement ces derniers matchs. Il ne faut pas oublier que contre Penn, après un quart d'heure magnifique, ils ont levé le pied, ils se sont fait peur jusqu'à la dernière seconde. À Molenbeek, on a un peu vite dit qu'ils avaient eu pitié de Molenbeek en deuxième mi-temps, mais je crois que là aussi, il y avait un peu de suffisance et d'arrogance de leur part. Et après une demi-heure de nouveau assez impressionnante contre une très faible équipe de Molenbeek, ils n'ont plus montré grand-chose. Donc, à la limite, cette défaite ou ce couac, on le sentait peut-être arriver. Et donc, est-ce que ça va être une bonne chose? Est-ce que cette défaite est pas arrivée au bon moment pour remettre un peu tout le monde dans la bonne direction? Peut-être bien qu'Anderlecht avait besoin de ça pour ne pas se croire trop beau. Julien, toi, tes top et flop de la saison, de manière plus globale, si tu devais en retirer quelques-uns. Le top, on en a déjà parlé, mais pour moi, c'est le Cercle de Bruges qui est vraiment l'équipe qui est venue s'inviter dans les playoffs 6, qu'on n'attendait pas spécialement en début de saison. Quand on voit que Gand n'y est pas, le Cercle, c'est en général l'équipe qu'on voit plutôt milieu de tableau, bas de tableau. Et là, avec Muslin, c'est devenu une équipe qui est hyper agréable à voir jouer. Et les savoirs en play-off, c'est une équipe qui va arriver sans pression, qui peut jouer un rôle d'arbitre. Alors, je crois qu'ils ont pris 3 points sur 30 contre les équipes du top 6. Donc, c'est ce qui fait la différence, oui, effectivement. Pas avec les faveurs du public à ce niveau-là. Voilà, ici, ils sont absolument sans pression, quoi. Donc, ils peuvent très bien jouer et venir, pourquoi pas, aller chercher une place européenne. Donc, c'est la belle surprise qui va peut-être continuer. Et le flop? Le flop, j'aurais pu dire Charleroi, parce que c'est une équipe qu'on n'attendait pas dans les playdowns, mais je vais plutôt mettre en avant la pire équipe du championnat qui est Molenbeek. 5 victoires seulement sur la saison, la pire défense. Ils ont fait un bon début de saison, et puis après tout s'est enrayé avec des blessés, un plan de jeu qui s'est étiolé. Mentalement, ils sont dans le fond du trou, avec 12 matchs sans victoire de suite en championnat, 13 avec la coupe. Et là, je vois difficilement comment ils peuvent se relever avec ça. Le petit avantage peut-être qu'ils ont dans les playoffs, c'est qu'ils ont la meilleure attaque des 4 équipes. Ils arrivent à marquer. Charleroi, eux, ils ont des grosses difficultés, Eupen aussi. Courtrai à l'extérieur, c'est parfois compliqué. À domicile, par contre, ils peuvent faire la différence. Donc si Molenbeek veut se sauver, ils doivent s'appuyer sur leur attaque. Donc voilà, c'est peut-être le seul point positif à retenir pour le moment. Ouais, ce qui est frappant, tu l'as évoqué, c'est bien souvent on parle d'équipes qui ont une âme ou même un supplément d'âme, et je trouve que cette année il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Non seulement au RWDM ou contre Anderlecht, tu te demandes finalement est-ce que ces gens ont un jour joué ensemble, mais ça vaut pour Molenbeek, ça vaut pour Charleroi aussi. Ce supplément d'âme, on l'a jamais. Oui, c'est des équipes qui sont. Ça a longtemps valu pour le Standard aussi. C'est vrai que c'est pas mal d'équipes. C'est des équipes qui sont dans une telle spirale négative que c'est compliqué d'en sortir. Et même quand on va plus haut, Bruges a perdu vraiment tout à fait son ADN.
Bruges, c'était une équipe qui faisait peur à domicile. En plus de ça, à l'époque de Prud'homme, de Clément, tu avais ce 12e homme qui était là, qui jouait vraiment son rôle à fond. Et maintenant, franchement, c'est une équipe qui était souvent amorphe sur le terrain. Et puis, finalement, le public a pris l'équipe en grippe, ce qui a amené finalement à la destitution de Della, qui est peut-être un autre flop de l'année. Pour moi, c'est vraiment, tu as tout à fait raison. Ouais. Bruges, c'est le gros flop Oui. de la saison. Pour Ouais. moi, quand tu vois que cette équipe avec les plus gros moyens de Belgique, que tout le monde voyait championne au début du championnat. Bon, on s'imaginait bien que l'Union allait être assez forte aussi, mais sans doute pas aussi à ce point-là. Quand tu vois que Bruges termine à 19 points de l'Union en phase classique, c'est inimaginable. C'est le plus gros échec du championnat de Belgique pour moi cette année. Et en fait, ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'on ne s'imaginait pas 2 échecs consécutifs pour le club de Bruges, qui a quand même, voilà, ils sont au moins là une année sur 2, on va dire, et là c'est vraiment 2 années, voilà, 2 années de transition, comme on aime bien le dire parfois en Belgique, mais oui, ben, la transition, elle est justement toute trouvée pour le prochain sujet, c'est que c'est ce départ, enfin, ce licenciement de Ronny Della, qu'on sentait venir. Moi j'ai même l'impression qu'il commençait un petit peu à brûler ses vaisseaux, comme on dit, il commençait à partir dans tous les sens, à insulter le roi de Norvège. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire. Le brave Harald. Non, mais en C'est gros, pas permis. il a dit que son franc-parler c'était quelque chose de très norvégien, et que en Norvège, si on a envie de traiter le roi de trou de balle, on peut. Voilà, il a dit ça en conférence de presse. C'était une anecdote, mais plutôt un signe de plus qu'il était complètement parti en roue libre, que visiblement il n'en avait plus grand chose à fiche de son image, de la façon dont il gérait sa communication. Une chose qu'il a tout de même dite et qui était intéressante, c'est qu'il a dit oui, Bruges peut me licencier, mais ça leur fera 3 changements d'entraîneur encore en un an, et voilà, ils devront repartir de zéro, quoi. Voilà. Et là, il a pas tort, parce que Bruges, un an plus tard, après avoir été chercher Della au Standard, on a un peu l'impression qu'ils sont de retour à la case départ par rapport à la saison passée, ou même par rapport à il y a 2 ans, voire 1 an et demi, quand ils ont licencié Oufkens et qu'ils ont été cherchés par cœur. C'est d'autant plus paradoxal et étonnant que quand Della est arrivé, je crois qu'il y avait beaucoup d'observateurs pour se dire Bruges va en plus avoir la grinta dont ils avaient besoin, en plus du talent, et donc ça va faire sur papier, des étincelles. Ouais. Mais il y a une forme de suffisance dans ce Bruges. Quand on voit leur match contre Satron, où ils ouvrent le score, après ils prennent 2 goals dans les dernières minutes. Le match à Molde aussi, c'est une équipe qui peut être, quand elle veut jouer à fond, avec l'esprit Della, on va dire, elle est monstrueuse, avec des Scovelsen à Thiago, même si bon, voilà, ça reste un mec dans le rectangle qui est capable de marquer. Un milieu de terrain qui est aussi, pour moi, des meilleurs sur le papier de Belgique. Mais voilà, s'ils sont pas dedans mentalement, ça devient une équipe banale. Malgré tout ça, ils peuvent encore aller loin. Ils peuvent encore, ils sont en quart de ils peuvent finale encore gagner la Europe, la Conference League. Ils ont un bon tirage en plus. Bon tirage, oui. Franchement, ils ont un tirage où ils peuvent, sur le papier, rêver de la finale. Il y aura quand même encore éventuellement, potentiellement, la Fiorentina au prochain tour. Mais donc, c'est aussi pour ça, je pense, que Bruges change de coach maintenant. C'est qu'ils se disent, on a les playoffs qui arrivent, il y a le risque qu'on les rate complètement, qu'on passe à côté, qu'on ne soit pas européen l'année prochaine. Et il y a encore la Conference League où il y a encore un truc à jouer, quoi. Donc, si on veut changer de coach, c'est maintenant, il y a 2 semaines pour. C'est généralement au trêve international on a 2 semaines un petit peu pour faire le point, et on fait pareil, mais il n'est peut-être pas prévu par contre. Mais maintenant, dans les semaines et dans les mois à venir, Bruges va quand même jouer gros jeu, hein, parce que quand tu vois la saga des entraîneurs qui se termine maintenant avec Della, donc tu dois trouver un nouveau coach, et non seulement ça, tu dois également trouver un nouveau directeur, un nouveau manager, puisque Manhart s'en va. Et ce qui est quand même frappant, c'est que il y a eu des touches, notamment au PSV, etc. Et il semble vraiment que les gens freinent des cas de fer parce qu'ils n'ont pas envie de mettre leur pied à Bruges, quoi. Donc c'est quand même le signe qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. Mais on a quand même l'impression que si Bruges se sépare de Ronny Della maintenant, c'est que il y a peut-être déjà quelqu'un qui est là, en fait, qui prend déjà des décisions. Ils ont peut-être déjà trouvé ce directeur sportif, non ? Parce que, est-ce qu'on se séparait, enfin, est-ce qu'ils lanceraient comme ça un nouveau projet, ou alors ils vont devoir, justement, comme tu le dis, c'est seulement quand le directeur sportif arrivera. Ou bien c'est pour sauver ce qui peut encore l'être. C'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Quand tu vois que Vrag est à Lanzarote et il appuie sur un bouton et dit maintenant ça suffit. Je crois qu'il est vraiment sensible aussi à ce qu'il entend autour de lui, la réaction du public.
Et maintenant, c'est vrai, ils ont 15 jours pour mettre quelque chose en place, pour Et- sauver ce qui peut l'être. Et du Mais coup, je te- 2 mois pour Nicky Hayen, pendant lesquels ils devront, eux, de leur côté, chercher Oui. un autre coach. Et Nicky Hayen n'aura pas la pression, donc l'entraîneur du club Next, qui prend Bruges en main. Et lui n'aura pas la pression, parce que personne ne va lui reprocher à lui de faire maintenant de mauvais résultats. Il arrive dans des conditions telles qu'elles sont. Mais est-ce que c'est pas un peu aussi risqué? Est-ce que Nicky Hayen a les épaules pour jouer un quart de finale de Coupe d'Europe, faire quelque chose en Peut-être play-off 1? qu'on pouvait se dire la même chose de Karl Loufkens. Quand C'est vrai. Karl Loufkens a été désigné, je me suis dit c'est quand même un choix un peu surprenant. Un jeune entraîneur qui a eu le âge qu'il fallait. Bon, peut-être que Nicky Hayen l'a eu aussi cette saison, mais ça reste quand même un... Il a déjà coaché en D1 avec Western Beveren Ouais. à l'époque. Il avait fait Ouais. des bons résultats. Ouais. Donc bon, c'est pas non plus Et puis un... quand on voit Rick 2000 qui a fait pareil, Tout à fait. Ouais. Et puis ce seront au moins autant les cadres du noyau que l'entraîneur qui devront faire la différence dans les semaines qui viennent. Mignolet, Van Aken, etc. vont devoir prendre leurs responsabilités et essayer d'enfin tirer le groupe vers le haut. Est-ce qu'on avait l'impression qu'il était lâché par ses cadres, Ronny Della? Moi, j'ai jamais eu, en tout cas dans les discours, l'impression non plus. J'ai juste l'impression qu'il avait du mal à poser sa patte au niveau du jeu, mais au niveau de... J'ai jamais eu l'impression que le vestiaire l'avait complètement lâché non pas plus. l'impression non plus, parce que sinon il y aurait vraiment eu des matchs off total. Là c'était pas ça, il y avait plus une forme de suffisance dans le jeu qui fait que ça tournait plus quoi. Un match où des joueurs lâchent leur coach, ça se voit quoi, c'est flagrant, c'est le néant absolu. Là c'était pas encore ça quoi. Bruges a souvent été une équipe ces derniers temps qui perdait des plumes en fin de match alors qu'ils pensaient avoir tout en main. Donc ça c'est quand même la preuve que tout se passait bien pendant la majorité du match et qu'il y avait une certaine osmose. Et là, et tout d'un coup, Della lui-même n'en pouvait plus de voir les points gaspillés dans la dernière minute. Et donc maintenant, imaginons, le poste est vacant. Donc voilà, vous êtes maintenant directeur sportif du club de Bruges, manager du club de Bruges, et vous devez trouver un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Selon vous déjà, si vous avez un nom en tête, évidemment, dites-le. Quel profil il faut aller chercher? Il y a la fameuse rumeur Van Azebroek. Évidemment. C'est le meilleur profil. Je pense que voilà, c'est leur meilleur ennemi. Mais les supporters brugeois, je crois, à mon avis, ne seraient pas contre. Mais est-ce que c'est l'homme de la situation? Ça, c'est quand même une bonne question parce que Van Azebroek a quand même difficile à me convaincre ces derniers temps. Et lui-même jure ses grands dieux qu'après autant d'années à Gand, tu ne vas pas à Bruges. Donc c'est peut-être le genre de même discours que Ronny Della l'année passée. On ne quitte pas le Standard pour aller à Bruges. Voilà. Mais pourquoi pas Besnikazi? Besnikazi, c'est aussi un nom qui a circulé, mais il a plutôt circulé du côté de Gand, ce nom. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une possibilité aussi. Et la rumeur ce matin, c'est que donc ça vient du Nieuwsblad et du Laatste Nieuws, c'est sorti plus ou moins en même temps dans les deux médias, que Bruges avait contacté Karel Gerhardt en vue de la saison prochaine. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que Gerhardt il a fait un mauvais choix en allant à Schalke. Je pense qu'il ne s'attendait pas à tomber dans un bourbier comme ça. Ils sont 14e encore. Ça n'a pas l'air parti pour remonter en Bundesliga tout de suite. Et je ne pense pas que Karel Gerhardt, après les résultats qu'il a obtenus à l'Union, après avoir joué un quart de finale d'Europa League, il a envie de jouer la Bundesliga 2 pendant des années. Donc je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer en allant chercher Karel Gerhardt. Et là, je pense que ce serait un bon choix aussi. Il connaît la maison, évidemment. Il a joué plus de 150 matchs pour Bruges. On a vu ce qu'il savait faire avec l'Union. Moi, je mettrais une pièce plutôt que sur Van Azebroek, que je crois honnête, je le crois sincère quand il dit qu'il n'a pas envie d'aller à Bruges après tant d'années à Gand. Je crois que c'est pas du vent. Je pense que Gerhardt, comme tu le dis, ce serait le meilleur choix. Ce serait le meilleur choix. Maintenant, il faut évidemment en discuter avec Schalke, mais voilà, si Schalke termine comme ça a l'air d'être parti pour... il faut discuter avec Wilmots. Maintenant, Wilmots s'occupe plutôt peut-être du sportif et pas vraiment de l'administratif, donc n'est pas vraiment à voir. Est-ce que après, s'ils finissent dans le ventre mou de la Bundesliga 2, ils diront peut-être, c'est peut-être pas le coach qu'il nous fallait pour remonter, donc ok, on vous le donne. Ouais, il faut voir aussi les garanties que Gerhardt aurait à Schalke de construire son équipe comme il le voudrait. Voir aussi ce qu'on lui proposera. Ce qu'on lui proposera à Bruges. Bruges n'est pas européen, ce qui est une possibilité, une hypothèse plausible. Est-ce qu'il aurait envie d'aller dans un club où il y a des très gros salaires, on a déjà dépensé des gros montants de transfert, une année sans Europe sera peut-être une année financièrement compliquée, où il faudra libérer certains joueurs. Après bon, il y a le transfert de Thiago qui va ramener pas mal d'argent. Et le transfert quasi annoncé de Noussa qui devrait partir aussi pour apporter pas mal d'argent, donc je pense que les moyens seront là, et moi je pense que Gerhardt ne serait pas... voilà, ici apparemment il aurait temporisé, parce qu'il peut se le permettre aussi tout simplement, ils ont le temps. Mais encore un signe que rien n'est simple, c'est que
pour le poste de manager, il y a Prudhomme qui aurait été approché. Et Prudhomme a dit non, pas question. Bah, c'est plutôt à titre personnel de la part de Prudhomme qu'il a plus envie de revenir dans le football, je crois. Ouais. Plutôt, je crois que physiquement, il est déjà à l'époque au Standard, il était cuit. Il a toujours été très tendu sur les bords de terrain, mais à la fin, moi j'étais personnellement inquiet même pour sa santé à la fin, tellement il était tendu, tellement ça lui était visiblement très très pénible, même de faire les conférences de presse, de remplir ses obligations médiatiques. C'était pour ça, je crois, qu'il s'était retiré de son poste d'entraîneur pour prendre seulement un rôle de directeur sportif. Ouais, je pense que s'il revenait dans le football, il serait plus dans un rôle d'administrateur de club, avoir une vision plus large, plus détaché du quotidien. Moi j'imaginais bien le rôle de Frankie Vercotteren à la fédération me paraissait parfait pour lui, et même ça il l'a refusé, alors que je pense sincèrement pas que Frankie Vercotteren, bon peut-être sauf dans le cas de l'affaire Courtois, mais je pense pas que Frankie Vercotteren ait une vie très stressante à l'heure actuelle, ou un rôle qui en tout cas lui demande beaucoup d'implication, et ça me paraissait parfait, et Prudhomme ne l'a pas pris. Donc moi je pense que Prudhomme là il est retraité, et je crois qu'il va le rester, donc je pense que c'est pas lié à la situation brugeoise que Prudhomme ait refusé ça. Maintenant, si ça avait été une situation rose et facile, peut-être qu'il aurait réfléchi un peu plus. Ça c'est vrai aussi, mais là c'est... Bruges peut pas se planter, hein. Bruges peut pas se planter, hein. Après avoir consommé 3 entraîneurs, tu as intérêt à viser juste maintenant. Ouais. Sans quoi, ça risque d'être très très compliqué. Et oui, effectivement. On va regarder un petit peu le temps qui nous reste pour voir combien de sujets il nous reste à aborder. On va parler des Diables Rouges, évidemment, la sélection qui est tombée la semaine passée. Moi, j'ai envie de parler aussi un petit peu encore une fois, une dernière fois, de ce mano à mano entre l'Union et Anderlecht. J'ai vu quelques titres par-ci par-là qui disaient, voilà, Anderlecht a raté sa chance et maintenant, pour le titre, c'est compliqué. Ça me paraît un petit peu exagéré. C'est une contre-performance comme ils en ont fait, malheureusement pour eux, beaucoup cette saison. Mais j'ai l'impression que le premier match des playoffs peut être décisif et peut vraiment remettre Anderlecht dans la course. Ce qui s'est passé ce week-end, Anderlecht s'en sort plutôt bien. Bon, ils ont gaspillé 3 points, mais ils s'en sortent bien puisque l'Union n'a pas gagné à l'Antwerp. Bruges a perdu également. Et donc finalement, avec toute la division des points par 2, etc., on voit que le résultat final, la différence est minime. Anderlecht a 3 points de retard sur l'Union. S'ils avaient gagné contre Courtrai, il n'en aurait eu que 2. Ok, s'ils ne sont pas champions à cause d'un petit point à la fin de la saison, ils se rappelleront toute leur vie de ce match contre Courtrai. Mais a priori, ça ne devrait pas avoir une influence énorme sur le déroulement des playoffs et sur le verdict final de la saison. Donc dire qu'Anderlecht a perdu le titre samedi, pour moi, c'est... Peut-être psychologiquement, voilà, c'est peut-être un coup difficile, alors qu'ils étaient sur une telle série, en plus... c'est vrai que c'était difficilement prévisible au final. Ils savent bien aussi qu'ils ont joué sans hasard, qu'ils ont joué... que Verskar s'est blessé après 10 minutes, qu'ils ont essayé de Lenny, qu'ils ont essayé un... Je crois que les questions qui doivent vraiment se poser, c'est maintenant, outre la remise en question nécessaire et indispensable, c'est de savoir quel entrejeu ils vont aligner durant les playoffs et lequel sera le plus percutant. Et j'ai du mal à savoir quels seront les choix de Rimmer, à part que je pense qu'il mettra d'office de Lenny dans le milieu. Reste à savoir quels seront les 2 autres. Ritz a pratiquement joué tout cette saison, donc il ne resterait éventuellement qu'une seule place pour le triangle du milieu, en sachant aussi que Ritz de Lenny ce week-end, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc là, Rimmer a du boulot. Ritz de Lenny, ça manque quand même un petit peu de créativité pour jouer ensemble. Je crois que c'est l'un ou l'autre. Et comme tu le dis, de Lenny, pour moi, a les faveurs de Brian Rimmer, mais la blessure a forcément compliqué les choses durant la saison. Mais je me demande si Delaney ne va pas prendre la place de Ritz en pour l'instant, play-off. Depuis le début de la saison, chaque fois que les 2 ont été disponibles, ils ont joué tous les 2 sous Rimmer. Donc c'est quand même un signe, je pense. Ouais, moi, je suis pas vraiment optimiste concernant Anderlecht. Bon, on a parlé des points qu'ils ont pris contre le top 6. J'ai assisté à tous les matchs. Anderlecht Antwerp, c'est 1-0, mais ils se font balader pendant 70 minutes. Anderlecht Bruges, ils se font balader aussi par moments. Bruges a le point qu'il mérite. Anderlecht Genk, il n'y a qu'une équipe sur le terrain et c'est Genk. Mais Anderlecht gagne. Et Anderlecht gagne. Ouais. Donc, je me dis, à un moment donné, cette chance, elle a quand même tourné. C'est pas possible. Enfin bon, pour moi, ils ont vraiment réussi au-delà des espérances. Et maintenant, je sais pas, je suis pas vraiment convaincu que ils vont pouvoir dérouler. C'est pour ça, ils pouvaient faire une affaire ce week-end, parce que
honnêtement, je pensais qu'ils allaient gagner contre Courtrai et que l'Union allait perdre des plumes à l'Antwerp. Donc, conclusion, c'est revenir à 2 points. Et revenir à 2 points, plutôt que d'être largué à 4 points, puisque j'estime que ce 3 plus ces 4 points, ça fait une différence énorme. Parce qu'ici, si tu reviens à 2 points, tu te dis, je fais Anderlecht Union à domicile, je gagne, je passe devant. Et si tu auras beau faire une bonne performance à domicile, tu ne vas pas encore passer devant. Ça fait une grosse différence. Julien, Moi, je pense que quand certains disent qu'Anderlecht a peut-être perdu le titre, ou toutes ses chances de titre, c'est dans l'idée que comme c'est 3,5 points en réalité, imaginons qu'ils jouent le premier match contre l'Union, qu'ils le perdent, ils se retrouvent à 6,5 points. Là, tu n'as plus du tout ton sort entre les mains, ça devient vraiment compliqué. Même si tu bats l'Union, tu reviendras à 3,5 points et tu n'auras plus du tout la possibilité de rejouer contre eux pour les revenir. Donc, on sera attentif ce demi-point au pourrait vraiment faire la différence. Programme des différence. playoffs qui tombe tout à l'heure à 17h30. Ouais, 17h30 tout à l'heure, effectivement. Ça va être très important de voir qui commence où. Normalement, l'Union commence à domicile, je crois. C'est l'avantage du... Ce que je trouverais bien, c'est que le premier joue contre le 6e et le premier joue à domicile. Et le deuxième joue en déplacement contre le 5e et le troisième contre le 4e et qu'on fasse un truc comme ça. Bon, je trouve que ce serait beaucoup mieux que d'avoir directement un Anderlecht Union ou un Union Anderlecht qui serait déjà décisif. Qui serait déjà... qui orienterait complètement relancer la course. Ou tuer tout suspense. Ou tuer tout suspense. Parce que si on a Anderlecht Union ou Union Anderlecht le premier match et que l'Union gagne, je pense qu'il n'y aura plus... Généralement, les 2 premiers ne jouent pas l'un contre l'autre lors de la première journée des playoffs. Je pense que ça n'a jamais eu lieu. Je crois que c'est... Et le premier a toujours joué à domicile aussi. Ouais. Le premier joue à domicile, je crois. C'est l'avantage d'être... Union Cercle, voilà. Union Cercle, oui, effectivement. Et à ce moment-là, la pression serait sur Anderlecht. C'est aussi ça, ils peuvent pas se permettre maintenant, suite à ça, de lâcher des points d'emblée. On va aussi voir la première journée, quand tombent les matchs, si Anderlecht joue en premier, si c'est l'Union, ça va être... les 2-3 premières journées vont être hyper décisives pour la suite. Et en Play-off 2, il y a toujours 2 façons de le voir, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont arriver comme des boulets de canon, par exemple comme OHL, qui est complètement relâché maintenant et ne visera rien. On va avoir la Gantoise qui, à mon avis, va avoir un sacré coup sur la cafetière au moment de commencer ses Play-off 2. On a l'impression que les équipes qui seraient le plus à suivre, c'est Standard, Saint-Tron, les équipes qui sont... Quand tu vois les écarts de points dans ces playoffs 2, déjà ça donne pas envie de les regarder. Parce que je ne vois pas qui, à part Gand, Malines, qui est tenu d'essayer quand même d'aller arracher cette place au bout de beaucoup de matchs, d'aller arracher cette place européenne. Malines, je ne suis pas certain qu'ils ne vont pas plutôt penser déjà à préparer la saison prochaine, puisqu'ils ne sont pas parvenus à atteindre les playoffs 1, qui aurait été leur grand rêve. Je pense qu'eux ont vraiment pris un coup sur la tête aussi. Et toutes les autres équipes n'ont aucun intérêt à jouer ces playoffs 2. Ils vont les jouer en roue libre. J'ai annoncé qu'ils allaient faire jouer les joueurs de l'année prochaine. Donc je promets bien du plaisir aux Louvain et Saint-Tron vont devoir se taper ces playoffs 2. Louvain et Saint-Tron vont pas aller chercher un ticket européen. Je crois qu'ils en ont pas grand-chose à faire. Non, Saint-Tron, ils peuvent continuer à développer leur jeu sympa, développer leurs jeunes. Donc Saint-Tron va, à mon avis, être une des équipes sympas à suivre dans les playoffs 2. Comme Malines, s'ils jouent le jeu à fond, s'ils sont pas trop à coup moral. Et Gand, ils ont quand même une forme de pression ici à devoir aller chercher l'Europe via les barrages. Mais c'est quoi la solution pour ces playoffs 2 ? Parce que la saison passée, il n'y en a pas eu. Résultat, on a eu des équipes qui ont fait 3 mois sans jouer, des joueurs qui ont fait 3 mois sans jouer. Ici, on a des playoffs 2, mais effectivement, on sait qu'on va s'ennuyer un petit peu en les regardant. Il y a des équipes qui ont déjà annoncé qu'ils feraient tourner. Le Standard, notamment, a dit qu'il ferait jouer les joueurs qui seront là la saison prochaine, idéalement. On a l'impression qu'il n'y a pas de solution en fait. La solution simple, c'est d'arrêter avec les playoffs en fait. De faire un championnat qui va sur 30 ou 34 journées jusque mi-mai. Où tu aurais du suspense jusqu'à la fin, mais sur un championnat régulier. Parce qu'ici, on a eu du suspense vraiment à tous les étages pour que ce soit l'accession au playoff ou les play-down. Mais si imaginons on avait 34 journées avec l'écart qu'il y a entre Anderlecht et l'Union, il y aurait toujours du suspense. On n'aurait pas des playoffs à aller chercher, mais on aurait des places européennes à aller chercher. Quand on voit les écarts qui sont ultra serrés, il y aurait aussi du suspense. Quand on voit les écarts qu'il y a dans les 4 derniers, avec les points qui ne sont pas divisés par 2, même si sans playoff, il y a du suspense. Donc je pense que les playoffs, dire qu'il y a du suspense parce qu'il y a des playoffs, je suis vraiment pas convaincu. Je pense que on rajoute une étape supplémentaire au suspense, mais il est quand même là. Oui, on a l'impression qu'on va plus s'amuser à regarder les playdowns, où il y aura vraiment une tension et vraiment de l'enjeu.
que nos pauvres confrères qui vont devoir suivre le Standard de Liège pendant leur play-off 2 malheureusement. Ça risque d'être une pénitence de suivre le Standard. Bon, après, quand on voit leurs 2 derniers matchs où ils mettent 8 goals sur 2 matchs, ils sont peut-être aussi complètement relâchés et l'Écope va pouvoir un peu développer son jeu. Donc ça peut être intéressant sur le plan plutôt tactico-tactique de voir ce qui peut être mis en place pour l'année prochaine au-delà des résultats. Donner confiance à certains joueurs et oui, déjà préparer la saison prochaine avec, comme le club a dit, ce sont les joueurs qui sont là l'année prochaine avec des jeunes. Donc ils vont peut-être pas faire des grands résultats, mais ça peut être très intéressant pour voir à quoi s'attendre l'année prochaine. Et ce qui sera intéressant aussi, c'est donc les matchs des Diables Rouges contre l'Irlande et l'Angleterre. La première conférence de presse à Tubize, c'est pour demain. Donc là, on est encore un petit peu en mode play-off. Cette sélection donc, est tombée jeudi passé avec, je dirais peut-être une demi-surprise, c'est-à-dire la présence de Connie de Winter. Moi, personnellement, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit présent, donc j'aurais plutôt été fort surpris qu'il n'y soit pas, vu l'état de notre défense à l'heure actuelle. Et je ne pense pas là à Wout Faes par exemple, qui est fort critiqué, mais c'était évident qu'il y serait, mais tout simplement derrière les titulaires que sont Faes, Vertonghen, éventuellement De Bast. De Bast, il n'était pas là la précédente sélection, je pense. De Bast était là la précédente parce qu'il a même été placé back droit pour jouer contre la Serbie à un moment. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur en défense centrale et que Connie de Winter allait, grâce à ça, être appelé. L'absence de Miles Villar aussi, qui a fait parler. Voilà, messieurs, je ne sais pas s'il y a une présence, une absence qui vous a fait hausser les sourcils, peut-être un joueur de Jubilaire Pro League, Bruno. Mais écoute, moi j'ai vu ce match Atlético Madrid-Inter Milan. Moi j'étais époustouflé par Witsel. À partir du moment où il a dit qu'il arrêtait l'équipe nationale l'année passée, mais c'est lui qui s'est mis dans une situation où il ne pouvait plus être appelé. Moi j'avais envie de penser comme toi aussi au sujet de Witsel. Et à un moment, j'en ai vraiment marre de ces règlements de compte à travers réseaux sociaux, par presse interposée entre Tedesco et Witsel, entre Witsel et Tedesco, entre Courtois et Tedesco. Courtois qui va commenter les trucs, à un les moment posts. Donné, stop avec ces gamineries et que les diables avancent avec les joueurs qui ont vraiment envie d'être là et avec les joueurs dont Tedesco a envie, c'est encore lui qui choisit, jusqu'à preuve du contraire. Et puis voilà, qu'on arrête d'en parler de cette façon-là. Mais les emojis Courtois avec Pinocchio, etc., ça ressemble vraiment à rien. C'est des gamineries, c'est des gamineries, c'est vrai. Là, t'as raison. C'est vraiment des gamineries. Si tu l'as à laver, tu l'as en famille et pas... on se croirait en équipe de France un peu pour le moment, depuis quelques temps. Avec Krishnia, version belge. Et il y a du tort un peu de tous les côtés. Je ne veux pas dire qu'il y a un coupable, mais à un moment donné, il faut rester sur les décisions qu'on a prises et pas chaque fois revenir en arrière. Mais c'est vraiment au niveau bac à sable. Cela dit, Witsel, qui m'avait aussi impressionné en Europe, hier, c'était déjà moins convaincant contre le 0-3, c'est vrai. Ouais, mais on a l'impression aussi que voilà, au nord du pays, on réclame Alderweireld, au sud du pays, on réclame Witsel absolument. Parfois des joueurs vétérans, on s'est plaint que Martinez les faisait jouer un petit peu trop longtemps. Imagine une défense centrale avec Witsel, Vertonghen, Alderweireld. Je pense que si t'en as un, ça va, ou deux, mais... Je pense qu'ils s'amuseraient les attaquants au niveau rapidité. Tu abordes un sujet très pertinent en parlant de la Flandre et la Wallonie. Je cite un exemple, la mort de Léon Semelin, qui a droit vraiment à des doubles pages partout dans la presse francophone et qui a droit à un petit article côté flamand. Et Stéphane Van Loock, de RBF1, sur Facebook avait mis un pays, deux mondes, quoi. En mettant ce qui... Tu sais, je trouve ça navrant, je trouve ça vraiment navrant. Je veux dire, c'est cette espèce de parti pris. Écoute, à un moment donné, on a deux tenniswomen d'exception. Et je vois encore la scène à Foot Magazine où j'étais... du côté de Roulers, on dit si jamais que les Sters gagneront en Garros, on met une couverture tennis. Et je dis, si Siena gagne. Non. T'es en Belgique quand même. T'es en Belgique. Comment est-ce que tu peux raisonner comme ça? Et bon, ça c'est un exemple parmi d'autres. Tu as à un moment donné sportif de l'année, Nafetiam d'un côté, Nina Derwal de l'autre. Il y en a qui attrapent de l'urticaire quand il faut faire des choix. Et ça c'est vraiment dommage, je trouve. Vraiment dommage d'en arriver là.
Et en termes de surprise parmi les absents, toi Xavier qui suis Anderlecht, Torgan Hazard absent, ça ne t'a pas fait tiquer, ça t'a pas... Disons que Torgan Hazard est dans une très belle forme. Il va encore être déterminant durant les playoffs. Il n'aurait pas démérité de faire partie de la sélection, mais quand tu vois la concurrence qu'il y a à sa place, à la fois dans l'axe de l'entrejeu, mais aussi sur les flancs. Je crois que Tedesco préfère des joueurs vraiment de percussion, comme Luke Bacchio qui est à peine revenu à marquer, et voilà. etc., comme Doku. Donc là, Hazard, il ne sait pas rivaliser avec ces joueurs-là. Pour l'instant, Anderlecht, il joue plutôt dans un rôle libre, mais ce rôle libre, dans l'équipe nationale, il n'y a pas de place pour ça. Et encore moins comme latéral, le rôle qu'il remplissait avant, d'ailleurs qu'il n'a plus trop envie de remplir. Donc pour moi, le choix de Tedesco est assez logique, mais Torgan Hazard est un éventuel joker de luxe intéressant au cas où il y aura un forfait de dernière minute. Oui, à mon avis, il est, comme on dit, dans les 26, 27, il serait dans les réservistes. Maintenant, évidemment, c'est de nouveau 23 qui seront repris pour l'Euro. Je pense que le même raisonnement peut s'appliquer à Castro Montes de l'Union. En plus, c'est plutôt lui un piston, et on joue à 4 derrière maintenant avec des vrais backs, on va dire. Donc c'est peut-être plus compliqué pour Castro Montes de s'imposer dans ce contexte. Et puis il y a le triste Camille Villar. J'étais assez surpris d'apprendre qu'il ne pouvait plus jouer pour les Diables. Juste au moment où il arrive à maturité, enfin, on en aurait bien eu besoin. Ouais. Et alors que Koen Castells se serait blessé apparemment, ça n'a pas été confirmé, en tout cas. Il n'a pas joué ce week-end. Il n'a pas joué ce week-end, mais son forfait n'a pas été confirmé par l'Union belge. Mais lui aussi, il est maudit, Koen Castells. Je me rappelle de son tout premier match en sélection. Ça faisait depuis bien 3-4 ans qu'il était toujours là, mais jamais titulaire. Premier match, il a joué, il a fait une bourde sur le but de l'Islande, et puis il se blesse, il sort après 55 minutes de jeu. Les dernières sélections, il a été blessé à plusieurs reprises. Il a dû laisser son poste de numéro 1 à Matsels. Il doit avoir plus de blessures que de sélections. Il a 8 caps, donc honnêtement, on ne doit pas être loin de ça. C'est assez terrible, quoi. Juste au moment où il pourrait arriver en Allemagne, en plus un Euro en Allemagne, alors que lui joue à Wolfsburg depuis des années. On a l'impression qu'il pourrait arriver comme numéro 1 et être le héros dans le contexte qu'on sait avec l'affaire Courtois. Et oui, il va peut-être encore rater ces 2 matchs. C'est compliqué. Par rapport à la liste des 23, qui est beaucoup plus limitée qu'avant, je prie pour que Tedesco prenne malgré tout 3 attaquants. Parce que quand on a le luxe d'avoir Batshuayi, Openda et Lukaku, en laisser un en Belgique, ce serait quand même... ce serait triste. Oui, surtout que ce seront 3 profils différents. Voilà, ce serait magnifique de pouvoir compter sur les 3. Mais bon, comme la liste est beaucoup plus réduite qu'avant, est-ce qu'il en prendra que 2 ? Ça, c'est la grosse question. Ce serait risqué, à mon sens, mais je ne sais pas comment raisonnera Tedesco. Il pourrait très bien imaginer que Trossard puisse jouer... Ou De Ketelaar puisse jouer en pointe aussi. Donc, ouais. Voilà. Il faudra voir, il y aura peut-être des blessés aussi en fin de saison qui font que le problème ne se posera pas. Batshuayi en grande forme, devant le but et en catch aussi. Ouais, son coup de pied retourné là dans les scènes, c'est surréaliste d'ailleurs ces scènes à Trabzon. Il voit son petit Cantona. Oui, une Cantona, c'est vraiment ça. C'est geste, mais un peu plus loin de la ligne. Et en plus face à Meunier, face au Trabzonspor de Meunier qui fait son retour en sélection. Honnêtement, je ne suis pas surpris parce que pour que Tedesco l'ait repris à l'époque alors qu'il était en équipe réserve de Dortmund en lui disant bon voilà, c'est un cadeau que je te fais de te reprendre, ne tient qu'à toi après de retrouver un club où tu joues. Donc moi c'était assez clair pour moi qu'à partir du moment où Thomas Meunier allait retrouver justement du temps de jeu, il est décisif en plus avec Trabzonspor, pour moi c'était logique. Et comme on le disait, on a quand même peu d'expérience maintenant dans cette équipe. Alors effectivement Witsel, Alderweireld, ils ont pris leur retraite, donc passons, mais en termes de vrais vétérans, on a Vertonghen, on a Lukaku, si on le compte dans les vétérans, ça va mettre un coup de vieux au plateau, mais Lukaku fait partie des vétérans de cette équipe. De Bruyne, dont on sait qu'il est quand même pas un leader sur le terrain ou dans le vestiaire, on n'a plus personne à part ça. On a Carrasco n'est même pas repris. Donc De Bruyne, ça c'est un absent qui m'ennuie un petit peu de la dernière sélection parce qu'on est à nouveau reparti dans blessures, répétitions, etc. Donc dans quelle forme arrivera-t-il à l'Euro ? Ça m'inquiète un petit peu. Et l'absence d'automatisme avec certains joueurs qu'il connaît moins. Il n'aura pas été travaillé. Voilà, c'est ça, parce que c'est un changement de génération, donc il doit s'habituer à certains équipiers. Bon, c'est pas comme avant où il pouvait revenir et être comme un poisson dans l'eau. De Bruyne, il nous inquiète, et moi il m'inquiète même à moyen terme. Imaginons qu'il joue l'Euro.
Je me demande dans quelle mesure il aura envie de continuer jusqu'à la Coupe du Monde 2026 dans l'état physique qu'il a, avec la lourdeur des calendriers. Moi j'ai ce sentiment que Kevin De Bruyne, là, il va jouer l'Euro 2024 et il y a des chances que éventuellement la Ligue des Nations derrière, parce qu'elle arrive assez vite et que tout le monde a envie de gagner la Ligue des Nations, hein, ça me paraît évident. Bien, il va jouer en Arabie, hein. Oui, moi je parle de la sélection. Hein. En club, je pense qu'il va continuer, mais justement, je l'imagine bien, à cause de la surcharge des matchs, j'imagine bien Kevin De Bruyne. Oui, puis surtout qu'il aura presque 33 ans. Il aura 33 ans l'année prochaine, donc c'est un âge auquel Eden Hazard a déjà pris sa retraite tout court, par exemple, aussi pour des problèmes physiques. Donc voilà, je me dis que De Bruyne, c'est peut-être sa dernière chance là, de gagner un grand trophée avec la Belgique. S'il pouvait quand même arriver jusque l'Euro, ce serait bien, parce que là, ça commence un petit peu à être inquiétant. Mais voilà, on suivra. Ces matchs en plus Irlande-Angleterre, c'est des beaux matchs, c'est des matchs intéressants à jouer avec une belle ambiance, avec un défi physique quand même qui va être costaud. Donc on va. Ce match contre l'Angleterre, pour moi, ça va être contre un des favoris de l'Euro justement. Donc permettre bien de jauger. Parce que juste avant l'Euro, on aura comme un très gros match aussi contre potentiellement une équipe qui sera qualifiée, c'est le Luxembourg. Le Luxembourg, tout à fait, c'est les barrages la pas semaine évident, prochaine. hein. Non, pas bah évident, non, pas c'est évident. un adversaire pas évident. Pas à évident, jouer, non. Maurice O'Gaulle, pas évident. Et on souhaitera bonne chance à nos voisins du Luxembourg dans leur barrage contre la Géorgie la semaine prochaine. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, parce que malheureusement on peut pas débriefer le calendrier qui tombe dans une grosse heure. On essaiera de faire ça d'une autre façon un peu par après. Moi je ne serai pas là, je ne serai pas des vôtres la semaine prochaine, parce que je serai à Londres pour ce match de la Belgique à Wembley. Mais je suis sûr que vous allez vous en sortir sans moi. Et voilà, merci pour cette belle saison, cette belle phase classique de Unscripted Drama, comme il l'appelle. On espère qu'on va en avoir un petit peu. On espère, pas pour l'Union, mais on espère en tant que neutre qu'on aura du suspense jusqu'au bout. Et qu'on va quand même un petit peu s'amuser en Playoff 2. Voilà. Merci.